D'accord, donc celui-là il repart alors. Le train TER numéro 96 503 en provenance de Lyon-Perras et à destination de Genève départ 8h58 va entrer en gare Poitiers. Il dessert les Bourdieu de Grand-Bellay, Culot, Castel-Corbeau, Bellegarde. Qu'est-ce qu'il se trompe? Sur la vie des tacos. Enfin bon, moi, comme je suis d'Anverieux, je connais, je crois assez parfaitement où passait ce taco, qu'est-ce qui reste comme vestige. Donc, ça sera pour moi un plaisir de vous guider pour retrouver les vestiges de ce taco. Voilà. Ceci étant dit, un petit rappel des dates. Les dates donc, de l'installation de ce taco. C'est les dates, mais bon, ça fait un petit rappel, ça permet de se resituer dans le temps. Pour retrouver le genèse de ce taco, il faut rencontrer, comme vous savez, Adam Ignoré de 1935 qui va permettre l'installation à son l'installation d'un chemin de fer secondaire dans les Hauts d'Anverieux pour donner correspondance à la grande ligne que certains ont utilisée, qui est arrivée ici le 23 juin 1856. Ça va être la naissance de l'étoile ferroviaire d'Anverieux, qui va comporter à son apogée 7 branches de chemin de fer à Anverieux. 7, c'est fou, hein, on l'a perdu, 7 branches de chemin de fer. Il y a les 4 grandes branches qui sont aujourd'hui la SNCF, c'est-à-dire Lyon, Mulhouse, Nohant, Paris, et puis une ligne de chemin de fer qui a été construite par la compagnie Mangini, que vous connaissez aussi, qui va partir d'Anverieux et qui va passer par Vaux, Les Mans, pas Les Mans, enfin à côté de Les Mans, en Lutrix, Lavieux, etc. Puis qui va finir jusqu'à Montalieu où elle retrouve le chemin de fer de l'Est de Lyon. Ça, c'est les 4 grandes lignes de chemin de fer. À ces 4 grandes... Dépôt d'Anverieux. Est-ce que tu vois ça? Là, il y a la rue de la gare, on voit le clocher. Non, c'est la paroisse, c'est la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Non, c'est encore sur Là, la dernière, Anverieux, c'est pas évident. Donc on a là-bas la gare d'Anverieux. Lyon, Lyon c'est là-bas. Lyon, la gare d'Anverieux, c'est là-bas. Donc on est face à la ligne primitive Lyon-Genève. Si on peut prendre le PLM, ça sera le PLM. Alors ils ont eu ici à Anverieux, ils ont eu jusqu'à 55 airs. Beaucoup de mazoutiers. Ils servaient à faire les trains. En gros, il y avait
Elle n'a pas roulé à 331 km/h, elle a roulé à 320 km/h. Le chemin de fer arrive le 23 juin 1856 en Berrieux, c'est un bourg agricole qui compte 2200 habitants. Ça vit pratiquement comme au Moyen-Âge. Je pèse mes mots, comme au Moyen-Âge. Et c'est l'arrivée du chemin de fer qui apporte le premier élan économique, industriel, qui sort ce bourg du Moyen-Âge et qui le fait rentrer dans l'ère moderne. Et ça va atteindre une importance qu'on n'imagine plus du tout aujourd'hui. L'apogée du chemin de fer en Berrieux, c'est 1932, où il y a 2150 cheminots dans une ville qui compte 7500 habitants. Vous imaginez un peu. C'est-à-dire qu'à ces 2150 cheminots, vous leur rajoutez une épouse, et puis vous leur rajoutez un enfant ou deux ou trois, et vous avez fait le tour de parcours comme était nos rapides avant la mise en place des oui, mais en fait, sur Paris-Lyon, la les discussion, Ouïghours, vous connaissez la situation comme moi. Ici, des petits villages, en fin de compte, ils ne sortent plus quoi faire. En deux mots, ils sortent plus quoi faire. On est surtout en train de... Pour s'en sortir. Numérotation PLM. Comme c'était des 1000, ben, ils les ont appelés les 1000. Mon père, il disait, moi, il avait une 1200, il avait une EF, mais bon, il parlait de sa 1200. Mais un certain temps à faire les rapports entre les 1000, les 1200, les 6000, les 4000, les 5000, etc. Il n'y avait aucun ancien en Berrieux qui parlait d'une 141C. Il ne savait pas ce que c'était qu'une 141C. Enfin, évidemment, j'exagère. Il ne disait jamais, j'ai une 141C, machin truc. Il disait, j'ai la 1000, je sais pas combien. Il gardait l'appellation PLM. Ils utilisaient l'appellation du PLM. Mais même la marche. Pour ceux qui ne sont pas trop au fait de ça, la marche, elle règle le temps d'admission de la vapeur dans le moteur à vapeur. Le temps d'admission. Le temps pendant lequel on envoie de la vapeur ou pas dans le moteur à vapeur. Le temps. Ici, avec le régulateur, la commande, enfin c'est pour le régulateur, c'est la commande, c'est le levier de commande du régulateur, on règle le volume, la quantité de vapeur qu'on envoie dans le moteur à vapeur. En thermodynamique, c'est fondamentalement différent. La quantité de vapeur qu'on envoie, c'est une chose, le temps pendant lequel on l'envoie, c'en est une autre. Et puis ici, un petit volant qui lui règle le tirage. Puisque à l'origine, il y avait des échappements entre elles, donc on pouvait modifier, on pouvait serrer ou desserrer l'échappement par un système mécanique quelconque. Et donc le mécanicien, avec ce volant-là, il réglait le tirage, il réglait l'échappement. Le canton là, ici est protégé, lui il passe à l'orange. Il doit remplir. Donc là il repasse de l'autre canton. Il y a au moins deux cantons et des achetés J'enlève le bouquin, quoi que Non. celui-là. Ouais. Ça t'intéresse. Déjà 73.
Autorail X4003, cabine de conduite. Pupitre de 9600. Pupitre de conduite Z7100. Simulateur de conduite TGV. Inverseur de marche. Cerclos pour la veille automatique.
Et la reine des reines, le pupitre de la 6500. Frein direct de la machine. Et pour finir, cabine de 9400. Poste de commande centralisé de Blaise-Ziba à Dijon. Cabine d'une VB 8200. Qui va sur cette vis, et puis après le forgeron lui fait la clé qui va sur ce...
on applique plus la porte d'eau, donc on a plus d'eau, on retrouve le mouvement, on retrouve le nombre de tours quand on le joue. Si ça va trop vite, on referme un peu la porte d'eau. Si c'est un moteur à vapeur, on agit sur l'arrivée de vapeur. Si c'est un moteur exhaust pour, moteur auto, pour de TECO, si c'est un moteur à gazogène et autres. Justement, pour que vous ayez le temps de... Et s'il tombe sur un feu rouge comme ça, Normalement, c'est plus long que ça. Attends, on n'a pas vu l'arc, hein. attends, Mets le dos pour voir s'il y a du courant. je mets du courant alors. Hein. Ouais. C'est pas un enclencheur qui est facteur de ligne et puis toute une série de résistances qu'on élimine par des contacteurs électropneumatiques qui se ferment là où il est enregistré. Et arrivé en fin de couplage série, on a donc les 6 moteurs sous la tension de la caténaire, c'est-à-dire 1500 volts sur 6, 275 volts au borne de chaque moteur. Et la machine roule à peu près à 35-40 km/h. Possibilité de chanter les inducteurs des moteurs de traction ou de passer en série parallèle. Je déverrouille ici. Sur le premier cran, je passe en série parallèle. J'insère le rhéostat, parce qu'on ne remet pas directement les moteurs en série parallèle sous 500 volts. Hein. On les met d'abord avec un rhéostat, puis on élimine le rhéostat. On arrive enfin de série parallèle, où là on se retrouve, pour ceux qui me suivent, on se retrouve avec 2 branches de 3 moteurs en série, c'est-à-dire U sur 3, 500 volts au borne de chaque moteur. C'est ça. Et puis ensuite, on fait pareil, on passe en parallèle. Premier cran du couplage parallèle, on élimine le rhéostat au couplage parallèle. Et là, on a enfin le couplage parallèle. Oui, mais comme on est au début des années 50, on n'a pas les isolants qui nous permettent de mettre les moteurs sous 1500 volts direct. Donc on les laisse sous 750 volts, c'est-à-dire on les laisse 2 par 2 en série. C'est-à-dire on se retrouve avec 3 branches de 2 moteurs en série. Et donc on a 750 volts au bord de chaque moteur. C'est en fin de compte un faux couplage parallèle. Parce qu'on ne savait pas les isoler au-delà de 750 volts. Mais on a quand même 750 volts au bord de chaque moteur au lieu d'avoir 500 volts. Et puis un chantage des inducteurs de moteur de traction avec un taux de chantage important de 71%. Et une puissance, mais alors une puissance totalement méconnue pour l'époque, on est en 51-52, c'est l'arrivée des premières CC 7100, on a une puissance totalement méconnue à l'époque de 5000 chevaux. Vous allez parler en chevaux, on parle en kilowatts aujourd'hui, 3800 kilowatts, 5000 chevaux. 5000 chevaux, oui, 5000 chevaux, attends, leur machine à vapeur elle donne 1500, 1800, 2000 chevaux quand ça veut bien, puis pas pendant longtemps. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, oui. Ouais. Et on leur donne dans les mains des machines qui font 5000 chevaux. 5000 chevaux, aussi longtemps qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, etc. Une révolution. Les mécaniciens qui passent de la vapeur à l'électricité, ils font un nouveau métier. Même si ça consiste toujours à conduire un train, c'est un nouveau métier dans l'utilisation de la locomotive. On en a dit 2 mots quand on était au dépôt de cette transition, de cette conversion qu'ils ont appelée vapeur électrique. Ça a été plus ou moins bien perçu. Entre nous, la hiérarchie. La hiérarchie, on le sait parce qu'on a eu accès aux archives, la hiérarchie s'attendait à des déboires. Donc ils se disaient, dans ces années 50, on va mettre des mécaniciens vapeur à la conduite de trains électriques où ils n'entendent pas grand-chose à tout ça, ils vont nous faire des cartons partout, bon, ça va être une catastrophe. Ils s'attendaient à réellement des problèmes. Et en fin de compte... Les commentaires sont faits par M. Joude. On a vraiment fait des efforts pour assimiler cette information. On dirait parce qu'il y a au bout de 5 secondes. Souvenir des Michelin.
Alors, explication de fonctionnement du Alors, dinosaure. Approchez-vous, là, si vous voulez. Ça m'évitera de parler trop fort pour pas gêner l'autre, là. Oui, alors ici, donc, on est en présence d'appareils qu'on appelle des FMA, des freins mobiles automatiques. FMA, freins mobiles automatiques, qui ont été mis en service au faisceau d'Ambérieux, exclusivement au faisceau d'Ambérieux, entre 1975 et 1989, c'est-à-dire pendant 15 ans. Alors ça se présente de la façon suivante. Vous avez ici les deux rails de roulement, là et là, les deux rails normaux, je dirais, quoi, les deux rails normaux, sauf quand même que la voie est armée avec du rail très haut, parce qu'il faut dégager le gabarit du chariot, du FMA. Hein. Donc c'est du S52, du PLM, c'est le rail le plus haut qu'on a connu, avec une arme là. L'arme verticale la plus haute possible, de façon à dégager le gabarit en hauteur du chariot. Voilà. Alors ce chariot, ce frein mobile automatique, on va appeler un chariot pour faire plus simple, il circule sur une voie de roulement qui est constituée de deux cornières, ici et là. Deux cornières, deux grosses cornières. Ces deux grosses cornières, elles ont trois fonctions. Elles ont une fonction de chemin de roulement du chariot. Elles ont une fonction d'alimentation en énergie électrique du chariot. Pardon, quelle tension? Les charbons qui sont là, qui frottent. Hop, j'ai enlevé l'étiquette là. Le charbon qui est là, qui frotte sur la cornière, sur l'arme verticale de la cornière, et puis idem de l'autre côté, alimente en énergie électrique le chariot. 48 volts continu. Le plus à droite, le moins à gauche. Et une troisième fonction, qui est une fonction de freinage, ici. À l'intérieur de ce dispositif-là, il y a des ferrots d'eau, des mâchoires, quoi, tout simplement, des ferrots d'eau qui freinent, qui serrent sur l'arme verticale de la cornière pour arrêter l'ensemble. Alors le principe de fonctionnement, c'est le suivant. Imaginez derrière nous, là, la bosse de débranchement, les wagons qui descendent la bosse à la gravité, et le wagon ou la coupe, en tapant dans cette pièce ici qu'on appelle le taquet, on voit l'impact du boudin de roue sur le taquet ici, et là, rentre le taquet, et en rentrant par l'intermédiaire des bielles ici, ça donne une information de démarrage au chariot. Le chariot, donc alimenté par l'énergie électrique 48 volts continu, on a alimenté 4 moteurs de traction, 1, 2, 3, 4, il y a un démarrage série, parallèle qui se fait. Le chariot démarre rapidement, rattrape le wagon. Parce que le wagon, il continue à rouler. Hein. Le chariot rattrape le wagon et il se cale à l'arrière de la roue du wagon avec les taquets qui sont donc à l'arrière de la roue comme on y voit là-bas. Et quand on est dans cette position-là, par l'intermédiaire de ce vérin ici, on monte ici les galets, là, et là, qui viennent se positionner devant la roue du wagon, ce qui fait qu'on, comme on est là-bas, hein, ce qui fait qu'on a emprisonné la roue du wagon à l'arrière par le taquet, à l'avant par le galet. D'accord. Et dans cette position où on a emprisonné le wagon, on voit l'impact ici, on voit la trace du boudin de la roue qui a usé le galet, quoi. Quand on est dans cette position-là, par l'intermédiaire de ce vérin-là, on freine. Il y a des dispositifs mécaniques avec des bielles qui amènent les ferrots d'eau en contact de l'onde verticale de la cornière et on freine l'ensemble du wagon ou de la coupe. Et quand on est à 2,5 m secondes, il y a une information de rentrée des galets qui est donnée au chariot. Donc le chariot s'arrête sous l'action du freinage et le wagon, lui, continue à rouler à 2,5 m secondes jusqu'à rejoindre les wagons qui sont déjà arrêtés sur la voie considérée et de façon à juste tamponner, à juste à toucher les wagons qui sont déjà arrêtés. Puis le chariot retourne se positionner en tête de voie et il attend le wagon ou la coupe suivante. Qui renseigne par radio, il y a un fil radio qui court tout le long de la voie, là, qui lui donne la vitesse du vent, qui lui donne la direction du vent, à savoir si ça pousse les wagons ou si ça les retient. On lui donne le poids du wagon. Comment on lui donne le poids du wagon? On a coupé une longueur de rail, on a posé ça sur des vérins, et en fonction de l'enfoncement des vérins, on en détermine le poids, par essieu. Donc on calcule le poids de la coupe, on connaît la distance restant libre
jusqu'au dernier wagon qui est déjà arrêté. Et avec tous ces paramètres, le chariot déclenche le freinage au bon endroit. Au bon endroit. Déclenche le freinage au bon endroit. Ce qui fait que c'était un système entièrement automatique. L'aiguilleur, depuis son poste là, il pouvait simplement remonter ou redescendre le chariot. Si vraiment il avait une coupe, plusieurs wagons, donc à freiner, il pouvait remonter un petit peu plus haut le chariot de façon à déclencher le